on est là pour accompagner un vrai projet d'excellence. Et l'accession à la F1, on ne peut l'avoir qu'à travers un junior team. Les gamins comme Jean-Éric Vergne, Pierre Gasly, Isaac, si il avait fallu faire la transition karting, Formule Renault et trouver tout de suite 500 000 €, mais c'est des gamins qui seraient restés pilotes d'usine en karting, ils n'auraient pas franchi le pas. Si on se concentre sur Isaac, dire qu'il était doué, ok, mais il avait la tête bien faite, comme lui dit d'ailleurs. Tu penses que c'est quoi qui a fait la différence? Il était capable de dire ce qui se passait dans la voiture. Il avait une intelligence de course, une capacité à préparer ses dépassements. Et quand on a regardé après la F3, la F2, avec peu d'accrochage, ça c'est rare, une détermination hors norme. C'est-à-dire que moi, depuis tout petit, depuis le junior karting, on m'avait dit je fais de la F1. Bonjour Christophe, comment ça va? Ça va très bien. Merci de nous recevoir ici. On est à Mans, à la FFSA Academy. Avant d'aller un petit peu plus loin, donc de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Christophe Lollier, je travaille à la Fédération depuis 22 ans. Aujourd'hui, je suis sur les missions de directeur technique national, donc, où je gère à la fois le haut niveau, les relations avec le ministère des Sports. Et dans mes missions, j'ai également la gestion du centre national, où nous retrouvons les outils de détection de la fédération, le junior karting, la F4, et puis l'ensemble des formations qui sont importantes pour notre communauté, notamment les mécaniciens de compétition et les encadrants, les moniteurs de pilotage et les coachs. Donc tu parles d'outils, on est dans une des infrastructures principales de la FFSA pour la formation. Exactement. Donc on est à la FFSA Academy. Tu peux nous en parler un peu? Donc la FFSA Academy, alors la fédération a repris le bâtiment, l'infrastructure depuis 2000, puisqu'à l'origine c'était le Petrolief qui avait mis en place cette structure. Depuis, elle a évolué, donc du coup vers la formation des enseignants, des mécaniciens, et puis aujourd'hui des pilotes avec un lycée privé qui est intégré à la structure, de façon à pouvoir réaliser le double projet sport-scolarité pour ceux qui décident de viser le sommet de la pyramide, puisque s'ils ne sont pas scolarisés ici, au regard des plannings sportifs, assurer une scolarité normale est quasiment impossible aujourd'hui. Il y a un internat, c'est ça? Alors, il y a un internat qui est à 5 km d'ici, mais par contre, les enseignants se déplacent dans l'établissement pour donner les cours. D'accord. Et les pilotes, enfin les pilotes, les apprentis, on va dire, sont tous à l'internat ou ils peuvent avoir à partir de leurs l'âge de appartements? 13 ans, ils ont le droit d'aller en famille d'accueil ou ok. de cohabiter en appartement. Et Ouais. pour les plus jeunes, il y a obligation d'être à l'internat sportif. Ok, d'accord. Pour revenir un peu sur toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, alors avant la fédération. Ouais, même pour savoir un petit peu, voilà, tout ça. J'ai travaillé à la direction régionale jeunesse et sport de Rouen. D'accord. J'étais enseignant, où je travaillais sur la biomécanique du sport et la préparation physique. Et je coordonnais 3-4 formations. Et en 2003, lorsqu'ils ont rénové les formations, on a transformé les brevets d'État en brevets professionnels. C'est là que j'ai rencontré à l'époque le directeur technique national de la fédération qui m'a dit, ben voilà, on cherche quelqu'un pour mettre en place le centre de formation des moniteurs au Mans. D'accord. On ne connaît pas quelqu'un qui a à la fois l'ingénierie de formation, mais en même temps qui a une culture du sport auto. À l'époque, moi, je pratiquais encore le rallye, donc j'avais cette culture du sport auto et j'avais cette compétence ingénierie de formation. Et du coup, j'ai démissionné de mon poste à la DRJS de Rouen pour arriver ici en début 2004. Donc là, ça fait 21 ans. 21 ans. Wow. Et c'était déjà ce poste-là que tu avais ou tu as évolué? Non. Non, au début, donc j'étais dans le bâtiment d'à côté pour mettre en place la formation et le centre de formation. Et au bout de 2 ans et demi, une fois que ça a roulé, on m'a proposé de venir côté campus à l'époque, ça s'appelait la Formule Campus, pour prendre la responsabilité sportive du championnat et redonner un peu de renouveau sur le pôle espoir. À l'époque, c'était un pôle espoir. Et puis voilà, donc j'étais directeur sportif du championnat, et puis petit à petit j'étais adjoint à la direction. En 2015, je suis passé directeur technique national, avec toujours cette prérogative de gérer le centre national. Et puis voilà, maintenant j'ai la direction et on a fait évoluer un peu les activités, on a fait évoluer les voitures, on a suivi en fait le mouvement de la FIA pour toujours être
présents à l'international et jusqu'au sommet de la pyramide avec nos jeunes pilotes. J'ai une question un petit peu générale, mais je voulais qu'on commence avec ça aussi. C'est comment est-ce qu'on détecte un talent? On a quelques critères et on confronte les résultats d'un pilote à l'autre d'année en année. Donc on se fait des datas et on regarde principalement quelques qualités qui sont parfois peu entraînables, mais qui vont être très importantes pour la suite. Donc typiquement, on va regarder un peu la partie proprioceptive, celui qui a le plus de sensibilité que les autres, parce que piloter, c'est prendre de l'information avec l'oreille interne, avec différents capteurs du corps. Il faut ne pas douter trop de soi. Alors après, il y a des techniques pour moins douter de soi, mais quand même, quand naturellement on a quelqu'un qui ne doute pas et qui a une détermination hors norme, ça va faciliter grandement les choses pour ce parcours qui est quand même semé d'embûches et qui est très compliqué et aléatoire. Donc on regarde tout ça. Et puis quand on les fait passer dans la moulinette de nos outils de détection, le junior karting, la F4, où là tout le monde a le même matériel, on voit si les gens qu'on a ciblés comme de futurs forts potentiels, est-ce qu'ils confirment à travers ces outils de détection de la fédération. Et sorti de là, on décide de les accompagner ou pas vers l'étape supérieure. Est-ce qu'ils répondent? Juste pour revenir un tout petit peu, parce que c'est assez c'est marrant ce que tu m'as dit au début, tu me parlais d'une partie innée un petit peu, on en a parlé. Est-ce que tu m'as donné la définition du talent? Oui, alors en fait, le talent, c'est compliqué. J'aurais du mal à expliquer ce que c'est que le talent. En fait, il y a dans la performance des qualités innées, notamment, on a parlé tout à l'heure du système proprioceptif, l'oreille interne. On sait que sentir la voiture, c'est ça? Sentir la voiture. Ces capteurs-là, on les entraîne peu. On est plus ou moins sensible à la base. Et même en entraînant, on voit que la marge de progression est très, très réduite. Donc, on regarde ça, bien évidemment. Mais après, c'est aussi la façon dont le jeune va se construire. Est-ce qu'il va avoir la rigueur suffisante, l'envie de travailler suffisamment pour passer toutes ces étapes qui sont quand même très, très compliquées. Si tu devais pondérer entre, par exemple, ceux avec quoi ils arrivent déjà sans rien et ceux qui peuvent travailler, ça serait quoi? Le talent, du coup, le pourcentage? Alors, je pense qu'il y a des catégories où on pourrait compenser par le travail, c'est-à-dire les catégories où on a le temps de se construire. Le problème de la pyramide F1, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire que l'ascension doit se faire en 6 ans, 7 ans. C'est dur direct. C'est très dur. Et en fait, dans les qualités, au-delà des qualités proprioceptives, il y a aussi les qualités psychomotrices et notamment la capacité à apprendre vite et à retenir. C'est-à-dire que les pilotes, ils apprennent relativement vite, mais quand on passe à la séance suivante, on repart avec que 40% des acquis. Et il y a les pilotes qui apprennent vite, voire plus vite que les autres, mais quand on repart à la séance suivante, on a gardé 80-85% des acquis. Et alors, celui-là, évidemment, il va avoir un avantage par rapport aux autres. Je pense que la motivation, elle joue, même dans l'apprentissage. Non, mais la motivation... Ou c'est que ça? Non, c'est pas que ça, mais elle est fondamentale. C'est ça. C'est une base énorme. Voilà, exactement. Mais globalement, tous ceux qui essayent d'aller vers la F1, qui arrivent ici, qui déjà dépensent un budget assez conséquent sur la F4, sont déjà motivés. Donc, c'est pas, je ne pense pas que ce soit au niveau de la motivation. Mais par contre, entre être motivé et mettre tout en œuvre pour réussir, après, il y a encore un pas à franchir et tous ne le franchissent pas. Tu as des profils qui sont quand même, qui ont des facilités, tu vois, c'est-à-dire qui sont un petit peu plus dilettantes, mais qui sont meilleurs parce qu'ils ont des facilités de base, peut-être à la suite de ce qu'on s'est dit, c'est le talent, par exemple, et d'autres qui partent de plus loin, mais qui vont aller plus loin parce qu'ils ont cette niaque. Je pense qu'à partir du moment où on a les qualités intrinsèques nécessaires et qu'on a la motivation, qu'on travaille, je pense que celui qui part avec un déficit sur les qualités fondamentales, même s'il travaille plus, dans le cas de cette filière-là, il réussira beaucoup moins, c'est une certitude. D'accord. On n'a vraiment pas le temps. Avant, par le passé, on pouvait faire 2 années en Formule Ford, 2 années en Formule Renault, 2 années en Formule 3000. Et puis aujourd'hui, c'est fini. On voit bien que déjà les junior teams recrutent les gamins très jeunes. Ils veulent qu'ils soient très jeunes sur l'accession F1. Et pour le coup, c'est en 50 ans, on doit réussir. Donc, c'est ce qui fait que si on n'apprend pas plus vite que les autres et qu'on ne retient pas mieux que les autres,
ça va être compliqué même en travaillant. Donc il faut avoir du talent, être intelligent, être bosseur et être bien entouré. Faut tout. Ouais, c'est ça, en fait, il faut tout mettre Il ensemble. faut tout mettre ensemble. C'est Ok. tellement compliqué qu'il faut tout mettre ensemble. En tout cas, celui qui n'aligne pas tout, je ne vois pas comment il peut accéder au sommet de la pyramide sur la filière. Et puis même, j'ai l'impression que même ceux qui alignent tout, parfois ils arrivent pour des raisons Malheureusement, extérieures. pour des raisons externes, c'est-à-dire qu'effectivement, si on n'est pas dans le bon timing et qu'il n'y a pas de baquet qui se libère au moment où on sort de la F2, c'est le cas de Théo Pourchère ou de Victor Martins, et ben effectivement, c'est des pilotes très talentueux, mais s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Donc il faut aussi quelque part un peu de réussite, un peu de chance que certains n'ont pas eu ces dernières années. Ouais, mais que ça se goupille. Voilà. Est-ce que parfois vous vous trompez dans la détection sur les pilotes que vous faites rentrer dans la filière? Aujourd'hui, le système est fait de sorte que justement on se trompe le moins possible. Alors après, tout dépend de ce qu'on appelle se tromper. C'est-à-dire que nous, on les prend à 11 ans et demi, on les emmène jusqu'à 15-16 ans. Il se passe plein de choses pendant cette phase-là. C'est la phase de l'adolescence, on sort de l'adolescence, ils se construisent. On peut détecter des bons et après ils restent bons, mais entre le bon et l'excellent, effectivement, il peut y avoir des écarts. Et tous ceux qu'on met en équipe de France sortis de la F4, qu'on estime comme de très forts potentiels, on sait très bien que sur les 4-5, il y en a sans doute que 1, voire 2, c'est encore beaucoup, qui accèdent à la F1. Mais franchement, si on regarde les 15 dernières années, on ne s'est pas beaucoup trompé. C'est-à-dire que même Théo Pourchère, d'accord, il ne va pas en F1, mais vous verrez qu'il va briller en endurance. C'est une certitude. Sur le papier, il doit y aller. Hein. Ils doivent y aller. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on se soit trompé beaucoup. Et je ne pense pas non plus qu'on ait laissé, sur ces 15 dernières années, quelqu'un sur la touche qu'on aurait mal détecté sur le junior karting ou la F4 et qui a réussi derrière. À part ceux qui ont été pris très tôt par une filière, par un junior team F1 et qui sont passés directement du kart à la monoplace, comme Esteban Ocon, par exemple. Mais c'est la dernière exception, en fait. Après, derrière, il n'y en a pas eu vraiment. C'est vrai que quand tu regardes, on est le pays le plus représenté, je pense, non? En Formule 1 aujourd'hui, je pense, 3 pilotes. Et puis, il faut regarder que tous les pilotes qui ont accédé, alors moi, je vais parler des années où je suis arrivé dans le dispositif monoplace. On a eu Jean-Éric Vergne, on a eu Stoffel Van Dorn qui était passé par là, alors qui n'était pas un pilote français, mais qui est passé par la filière. Je pense que tous ces jeunes ont montré qu'on les a choisis. Et quelque part, ils ont performé quand même. Ah bah oui, carrément. Antoine Hubert, etc. Bon, c'est quand même des jeunes qui ont montré jusqu'au sommet qu'ils étaient là. Un Romain Grosjean, c'était pas le cas? Alors Romain Grosjean, pareil, il a fait l'ascension. Moi, je l'ai pas connu du coup parce que je suis arrivé en 2006. C'est ça, ok, juste après. Mais est-ce que vous avez la même approche avec les mécanos sur la détection ou c'est différent? Aujourd'hui, les mécaniciens, c'est encore un peu différent, puisque ils arrivent déjà avec un diplôme, ils sont déjà mécanos à la base, et ils viennent faire 14 mois pour se spécialiser dans la compétition. Et du coup, on a à peu près 300-400 demandes pour une quarantaine de places. Donc, on choisit les meilleurs dossiers, que ce soit dossier scolaire, comportement, etc. S'il y en a qui ont à côté eu des projets sportifs, travailler même bénévolement dans un team de course, tout ça, évidemment, ça nous intéresse. Ça veut dire qu'il a l'appétence vraiment forte pour la compétition. S'ils ont roulé, c'est un plus? S'ils ont roulé, c'est un plus, mais pas... Ok, oui, c'est pas fort. Non, parce que, en fait, dans notre système, le mécano assure vraiment la maintenance du véhicule. Et en fait, la partie setup, réglage, c'est vraiment l'ingénieur qui s'occupe du pilote qui va prendre la décision avec le pilote. Donc, le mécano n'intervient pas sur la partie réglage. Et l'ingénieur, il est apprenti aussi? Ou non, ça c'est un ingénieur. Les ingénieurs, c'est les ingénieurs qui aujourd'hui travaillent dans le team de la FRECA jusqu'à la F2. Des différents teams comme ART, Saint-Éloque, DAMS, enfin tous ceux avec qui on a l'habitude de travailler depuis des années. Ok, non, parce que pour préciser, parce que là on l'a dit tout à l'heure un peu rapidement, mais ici, à part les ingénieurs, du coup, tout le monde est apprenti. Les pilotes et les mécanos. Et les mécaniciens. C'est ça qui est fou. Je rappelle quand même que c'est quand même des mécanos. Ils sont déjà mécaniciens. Oui, c'est ça. Et ils viennent faire une spécialisation, c'est-à-dire qu'ils vont toucher à tout champ de compétences autour de la monoplace. Ils doivent apprendre à réparer du carbone. Ça, c'est une plus-value importante en tant que mécanicien.
Je pense que ça contribue largement au fait qu'on ait 100% d'embauche à la sortie. Ouais. Ils apprennent à peindre, ils apprennent à régler les trains roulants d'une voiture, à réviser une boîte de vitesse. Donc, en fait, ils sont totalement autonomes à la sortie du cycle de formation. Et on en parlait tout à l'heure avant d'allumer la caméra, c'est 14 mois à la suite desquels ils vont souvent travailler dans des écuries de course, quoi. Alors après, ils s'orientent, ils vont dans des teams de course de la Formule Renault jusqu'à la F2. Ouais. Et certains, plus tard, peuvent finir en F1. Ok. Toi, ton job de DTN, si tu devais le décrire, comment tu le décrirais? Alors, je parle bien du mien parce qu'en fait, dans chaque fédération, chaque DTN a des missions un peu différentes. Moi, j'ai eu la chance que la fédération me fasse confiance et me laisse l'autonomie sur la gestion du centre national. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus sur le haut niveau et la détection que la partie formation professionnelle, voire relation des différents dossiers comme le handicap, la féminisation, etc., sur lesquels on travaille en tant que DTN avec le ministère des Sports. Et c'est vrai qu'une grosse partie de mon temps aujourd'hui est ici, au centre national. Et du coup, c'est la détection. Et dans la détection, il n'y a pas que trouver le bon pilote, c'est aussi choisir le bon outil. Est-ce que la F4, il fallait changer de voiture, pas changer de voiture? Et derrière, il faut remplir un peloton. Plus le peloton sera nombreux, plus on aura de la concurrence et plus on va pouvoir mesurer nos pilotes. Donc, c'est tout ça le métier aujourd'hui. C'est faire en sorte que, là, on a 30 voitures depuis 2 ans. On a encore 30 voitures d'assurées pour 2026. Et tout ça contribue à l'amélioration de la détection de nos pilotes. Et plus on aura un niveau élevé sur le championnat, ce qui était le cas cette année, il y avait, au global, début de saison, il y avait à peu près 10 pilotes qui pouvaient gagner le titre, ce qu'on n'a jamais vu. D'habitude, il y en a toujours 2-3 qui se détachent et ils se battent à 2 à la fin de saison. Là, globalement, le podium final s'est joué à la course 3, même la 2e place. Donc, c'était serré. C'était vraiment serré. Et en fait, ça, c'est parce qu'on a réussi justement à avoir 30 pilotes, avec la moitié de pilotes étrangers, avec des cartman internationaux qui viennent du monde entier. On a des Japonais, des Australiens, des gens qui arrivent d'Amérique du Sud. Justement, par rapport à ça, c'est quoi l'intérêt d'avoir des pilotes étrangers sur la F4 française? En fait, le premier constat déjà, c'est que s'il n'y a pas de pilote étranger, aujourd'hui, des jeunes capables de mettre 200 000 € dans une catégorie d'accès, on en a 13-14 par an. Faut pas, si on regarde et on peut être heureux de ça, puisque si on regarde les autres pays comme l'Allemagne, leur championnat a plongé. Aujourd'hui, ils ne trouvent pas un Allemand capable de mettre 200 000. On a essayé de faire un partenariat avec eux et on voit bien que le niveau social a baissé, le pouvoir d'achat a baissé et pour le coup, c'est très compliqué. Donc, nous, on est très satisfaits que notre dispositif à maintenir ce coût de saison qui est relativement bas quand même par rapport à la concurrence européenne, d'avoir entre 13 et 15 Français tous les ans. Je pense qu'on est le seul championnat F4 à avoir autant de pays de la nationalité. Si on regarde l'Italie, il n'y a que 4 Italiens. En Espagne, il doit y avoir 3 Espagnols. Nous, on est quand même à 15. Tu veux dire que c'est attractif pour tout le monde, quoi. C'est attractif pour tout le monde. Et donc, ces étrangers, à la fois, ils permettent d'avoir un peloton et ils permettent d'amener de la concurrence sportive. Et ça n'est que mieux pour les préparer à l'étape d'après, qui est très compliquée. Il y en a qui gagnent régulièrement, non, des étrangers, le championnat? Oui, c'est arrivé. On a des Japonais qui ont gagné, des Belges. On a eu un Chinois, Yefeye, qui aujourd'hui est pilote Ferrari en WEC. Mais ça n'a pas empêché qu'on ait même quand nos pilotes ne gagnaient pas, quand on a vraiment identifié Pierre Gasly finit 3e du championnat, Isaac Hadjar finit 3e, Théo Pourchaire finit 3e. Bien sûr. Bon, ça n'a pas empêché que derrière, on avait compris que la concurrence était très élevée et que par rapport à leur jeune âge, puisque eux avaient démarré très jeunes, en fait, on avait un potentiel pour progresser encore qui était important et on a continué à les suivre. Et si tu compares le budget qu'il faut pour un pilote ici en F4 française à l'Italie ou l'Allemagne par exemple, c'est des gros chiffres la différence? C'est sans commune mesure. En fait, nous, si on comptait la casse, le roulage supplémentaire, on est sur un budget de 200 000 €. Aujourd'hui, l'Italie, si vous voulez, alors la différence, c'est que nous, à 200 000 €, si on est bon, on est devant. Parce que il n'y a pas d'écart entre les voitures. Ça. En Italie ou en Espagne, si vous n'êtes pas dans le team qui est très performant, et si vous ne faites pas le double championnat, parce que si vous ne faites pas le double championnat, vous n'aurez pas le baquet dans ce team performant, vous ne pouvez pas gagner. Donc, en fait, la saison, elle vous coûte aujourd'hui entre 700 et 900 000 €. Ah, c'est lunaire. Non, c'est fou. Mais parce qu'ils roulent beaucoup plus que nous. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les catégories suivantes, la Freca, la F3, encore plus la F2,
ça ne roule plus après. Donc, nous, notre philosophie, c'est de dire, de toute façon, si le gamin il est très talentueux, avec une auto aussi basique que la F4, où il y a peu d'aéro, il n'y a pas de développement à faire, puisqu'on a figé le règlement, le gamin qui est talentueux, à partir du 3e, 4e meeting, on doit l'identifier. Il doit être devant. En tout cas, il doit jouer le top 3, même en n'ayant fait que 10 journées de roulage. Le problème, c'est que les autres championnats, évidemment, ils roulent 30, 35 journées l'année, donc à 6 000 €, 7 000 € la journée. Donc, évidemment, les budgets sont conséquents. Ils font double championnat, donc plus de courses. Mais si on regarde l'historique jusqu'à l'année dernière, ça n'a pas empêché tous nos jeunes pilotes, Oui, c'est ça. quand ils arrivent en Freca, même en tant que rookie, ils font des podiums. Gilter a tout de suite fait des podiums, Enzo Peugeot a tout de suite fait des podiums, et tous les autres avant étaient rapidement dans le top 5 du championnat dès la première année. Donc je ne pense pas qu'il y ait un déficit de formation et le fait qu'on ne soit pas trop pro à les faire rouler beaucoup, que finalement, Là, ça oblige peut-être à affûter justement à affûter la détection, à trouver les meilleurs. Exactement. Puisque de toute façon, ils ne pourront plus rouler après. Ouais, c'est ça. Donc autant voir tout de suite ceux qui sont capables d'apprendre vite avec peu de roulage. Ouais. Et justement, au niveau entre guillemets des profils que tu as, des Français par exemple, c'est quoi? C'est des familles aisées, c'est des gens qui ont beaucoup de sponsors? Comment ça se passe? Parce qu'on se pose souvent la question, tu sais, il y a souvent cette question, les gens se demandent dans le sport automobile, on sait que c'est un sport qui est difficile d'accès. Oui. Là, ici, on est sur un championnat qui est quand même justement plus accessible qu'ailleurs. Quel profil tu reçois? Eh ben, en fait, si vous regardez les 15 dernières années, ceux qu'on a emmenés au sommet, il y a pas de milliardaires. Ouais. Il n'y a pas de milliardaires, pas de millionnaires. En fait, c'est des gens avec des situations sociales évidemment correctes, mais c'est pas suffisant, puisque de toute façon, on arrive en F2, on est à 2 millions d'euros la saison, on redouble, ça fait 4 millions d'euros. En gros, l'investissement, il est de 6 à 7 millions d'euros pour arriver à... sur les 6 ans. Même quelqu'un avec une situation sociale très correcte ne peut pas financer ça. Donc en fait, nous, sur quoi on mise? On mise sur sortie de la F4 et pendant la F4 de valoriser les pilotes à fort talent, et essayer assez rapidement qu'ils intègrent un ingénieur team F1 pour qu'au moins la moitié de la saison soit prise en charge, pour qu'après on travaille et la fédération et les parents avec leurs partenaires individuels à financer le reste. Parce qu'on précise que la Fédé du coup accompagne jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils accèdent à la Formule 1. Ouais, voilà, c'est ça. Mais la F2, on les accompagne. À tous les niveaux, c'est-à-dire même vous les accompagnez sur, juste financièrement, ou il y a d'autres aspects? Non, en fait, au tout départ, certains sont encore scolarisés ici. Donc là, on accompagne la partie scolaire, le double projet. Il y a un préparateur physique qui est là 3 fois par semaine, un kiné-ostéo. Il y a la psy du sport qui est aussi selon le besoin présente. Donc en fait, ils savent qu'ici, ils ont tout ce qu'il faut lorsqu'ils veulent. Ils ont besoin. Ils peuvent venir se ressourcer entre guillemets ici. Bien sûr, c'est le but. Donc c'est un petit peu leur maison en sport auto, quoi. Voilà, exactement. Ok, donc c'est une référence pour eux et ils viennent parler avec toi un peu de temps en temps s'ils ont besoin de. Je les ai souvent au téléphone. C'est ça. Après, venir ici à quelques occasions où ils viennent nous voir sur un meeting de F4. Certains, je les prends comme coach sur le karting. Typiquement, au dernier meeting, Victor Martin s'est venu sur la finale championnat de France en tant que coach. Adrien David aussi le fait, non? Adrien l'a fait, mais ils ont pas. Le problème, c'est qu'ils ont un planning. Et oui, le calendrier est chargé. Donc, on échange régulièrement au téléphone. Mais malheureusement, on les voit beaucoup moins, quoi. Mais bon, tant mieux, c'est bon signe, c'est qu'ils sont en activité. Toi, la relation, du coup, c'est quoi? C'est comme, est-ce que tu développes juste, enfin, tu peux développer plus que du pro, entre guillemets, tu deviens un petit peu plus proche d'eux en les accompagnant, ceux qui... Oui, je deviens un peu plus proche d'eux après la F4. J'essaye, jusqu'à la sortie de la F4, de ne pas rentrer trop dans le côté affectif, pour ne pas avoir de prendre des décisions qui ne seraient pas objectives. Donc j'essaie vraiment de garder du recul, ça c'est hyper important. Bien sûr, bien sûr. De prendre du recul et de m'appuyer que sur des données vraiment objectives. Pragmatique. Après, une fois qu'ils sont sortis, bon, il y a l'intégration de l'équipe de France, mais que je ne décide pas tout seul, puisqu'il y a le capitaine de l'équipe de France, il y a des membres de la fédération qui vont décider avec moi sur quel potentiel on met en équipe de France ou pas. Et à partir de là, la relation est différente, puisque en fait, on n'est plus maître de tout. Donc, au contraire, là, on devient plutôt des gens qui vont essayer d'aider au maximum bien sûr. Et de trouver des solutions pour eux. Alors que c'est vrai que jusqu'à la F4, on est là pour les former, on leur impose des choses. T'es dur avec eux? Jusqu'à la sortie de F4, oui. Comment ça se matérialise?
En fait, on impose des choses. Ouais. Typiquement, de ne pas aller faire 30 journées de roulage parce qu'on est très clair avec eux. On dit si vous roulez plus, vous ne nous intéressez pas. Parce que si tu gagnes la F4 en ayant fait 30 journées, c'est tronqué. Ouais. En fait, c'est tronqué. Ouais. Donc, si tu veux que la Fédé te suive et t'accompagne, respectez les règles qu'on vous demande et profitez à 100% de l'outil de détection, mais n'allez pas au-delà. Ça n'aurait pas de sens pour nous. Ouais. Bon, donc, des fois, c'est un peu tendu sur les choix stratégiques de comment on organise la saison. Mais globalement, ça reste quand même des profils assez faciles à travailler. Il n'y a pas de. Donc, tu as un cadre à garder quand même. Il y a un cadre à garder malgré tout. Les parents, c'est un challenge? C'est un challenge. Mais ça fait partie aussi de la réussite du parcours. C'est-à-dire que le côté éducatif joue un rôle important. Et malheureusement, nous, de notre côté, on ne pourra pas en 8 mois de temps revenir sur 14 ans, 15 ans d'éducation. Donc le système éducatif prend pour moi une part importante dans la performance, mais pas qu'en sport auto, dans le sport de haut niveau en général. Typiquement, hein, la remise en cause, le fait de pouvoir travailler sur soi plutôt que sur la mécanique ou ne pas se réfugier derrière des soucis mécaniques. Et donc c'est le travail et la remise en cause. Ça, c'est très associé à l'éducation qu'on nous a transmise depuis tout petit. Donc quand on n'a pas ça, on en revient à notre notion de temps. Il va falloir beaucoup de temps pour faire changer l'approche que le pilote doit avoir par rapport au sport. Et le problème du temps, c'est qu'on ne l'a pas. Donc, du coup, je suis aussi très attaché au système éducatif. C'est vrai que des pilotes comme Isaac, alors c'est le dernier, je parle d'Isaac parce que c'est le dernier qui vient d'accéder à la F1 et qu'on a eu ici pendant 3 ans. Bon, voilà, il a une éducation où tout est carré, où la notion de travail, ça lui a été inculqué très rapidement, très tôt. La remise en cause, ne pas se réfugier tout le temps derrière autre chose que ses défauts qu'il va falloir corriger. Et du coup, ça se passe bien, quoi. Ouais, tu sens que lui, effectivement, l'entourage a poussé vers le haut. On a parlé un petit peu des infrastructures au tout début. Est-ce qu'on pourrait rentrer un tout petit peu plus dans le détail? Parce que là, on est ici, dont les gens ne verront pas forcément, mais il y a un grand espace avec toutes les voitures qui sont là alignées. Il y a aussi un espace pour le karting, une salle de sport. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? L'espace, l'aile où nous sommes là, nous avons 30 voitures, avec un poste par voiture et un élève mécanicien par voiture. Ensuite, on a des ateliers, l'atelier fibre carbone, où ils vont apprendre à réparer une pièce en carbone, à faire une réparation sous vide. Ensuite, on a la pièce moteur, mais qui est dédiée au karting. Donc l'hiver, on fait la révision de l'ensemble des moteurs. On ne touche pas au moteur de la F4, puisque dans le contrat qu'on a avec la FIA, c'est des moteurs qui sont plombés par un motoriste. Donc le motoriste qui a été choisi, c'est Oreca. Donc nous, on n'intervient pas du tout sur les moteurs F4, donc principalement karting. Après, on a l'atelier karting, effectivement, où on avait 28 cartes ces 2 dernières années. Et là, on est en train de passer à 34 pour la saison 2026. Ensuite, on a les étuves peinture, où ils apprennent à peindre. Et puis après, on a l'atelier des véhicules historiques. C'est un peu nouveau, on fait ça depuis 3 ans, où il y avait une forte demande des teams de course et de véhicules historiques, où ils ne trouvaient pas de mécaniciens avec cette compétence, la capacité à réparer, régler un carburateur, une tête d'allumeur, etc. Donc du coup, on a une petite formation de 6 élèves tous les ans, où ils apprennent à restaurer de A à Z un véhicule de course. Et ça, c'est typiquement un truc que je pense les gens ne peuvent pas s'imaginer. Mais c'est super intéressant. Tous les profils que vous avez ici, c'est vraiment hyper intéressant. Et de se dire, après, eux, derrière, ils bossent dans des teams de course pour de l'historique, c'est ça? Pour de l'historique, voilà. Et puis après, on a les salles de cours dédiées à la fois à nos élèves moniteurs, qui passent leur diplôme d'État, et à nos élèves pilotes qui, de la seconde à la terminale, sont avec leur enseignant. On les a vus passer tout à l'heure sur la mezzanine là-haut. Ce qui fait qu'une semaine sur 2, on a à peu près 90 stagiaires dans l'établissement. D'accord. Wow. Donc ça fait un peu de monde, il y a de la vie. Bah oui, on voit là depuis tout à l'heure, on entend même. C'est bien, hein, c'est cool, c'est agréable. Honnêtement, tu vois, que tout le monde apprend en fait. Il y a une atmosphère d'apprentissage. Donc cool. là, les élèves mécaniciens, c'est les nouveaux, c'est la nouvelle session qui vient d'arriver depuis lundi. Donc là, ils sont en train de on revoit un peu les fondamentaux de la mécanique. Et puis, dès demain, ils vont avoir la préparation du roulage de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ils vont pour la première fois pour eux, sur la piste, assurer la maintenance d'un véhicule de course. Ils sont évalués comment?
Alors, il y a plusieurs épreuves. Il y a l'épreuve in situ vraiment pendant le meeting. Ouais. Et après, ils ont des épreuves techniques qui passent ici à différents moments dans l'année. D'accord. Okay. Il y a du stress, tu sens qu'il y a tous les profils, Ils j'imagine. savoir leur attestation de compétences. Ouais. Donc, on sent la fin d'année où ils sont un peu plus studieux. Ouais. Non, mais globalement, ça reste des jeunes très passionnés par la compétition et c'est très agréable de travailler avec eux. On sent que tout le monde est concentré, c'est bien. Ah oui, c'est cool, j'aime bien. En même temps, ils ont des tuteurs qui, eux, ont une grosse expérience de la compétition. Ouais. Et on sait qu'en sport auto, voilà, la rigueur est fondamentale. C'est au millimètre. Donc on essaie que ce soit arrangé correctement. C'est un travail du quotidien. Ouais. Que ce soit propre, c'est la base. Ouais. Et puis après, tout va bien. C'est vrai que là, on peut manger par terre. Là. C'est bien. Tu parlais tout à l'heure de l'équipe de France. Alors, on ne sait pas forcément, le grand public ne sait pas forcément qu'il y a une équipe de France, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond? Alors, le concept de l'équipe de France, en fait, c'est de mettre en avant les pilotes où on estime qu'ils ont une petite chance d'accéder à la F1. Ouais. Donc, principalement, ce sont des jeunes qui sortent de notre dispositif de détection, karting F4. Et aujourd'hui, on essaye au moins à la sortie de la FRECA d'intégrer en équipe de France que les pilotes qui vont réussir à intégrer un Junior Team F1, parce qu'on sait que sans le Junior Team F1, on n'y arrivera pas tout seul, la fédération, ni le pilote. Ouais. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer sortie de la F4. Quand c'est pas la sortie de la F4, on essaye pendant la saison de Formule Renault, la FRECA, Formule 3 régionale. Mais il faut absolument que très rapidement, ils intègrent un Junior Team. Donc le temps est compté quand même. Le temps est compté. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir, en observant parce qu'il y a quelques pilotes français qui ont décidé de continuer la F3 et la F2 sans Junior Team, mais on voit bien qu'en termes de résultats, c'est difficile. Donc aujourd'hui, nous, on ne peut pas se positionner en tant que sponsor. Ouais. On est là pour accompagner un vrai projet d'excellence qui est l'accession à la F1. Et l'accession à la F1, on ne peut l'avoir qu'à travers un Junior Team. À moins d'être milliardaire, d'acheter un team, mais bon, c'est rare. C'est rare et on n'a pas de pilote comme ça chez nous. C'est rare. T'as combien de pilotes aujourd'hui en équipe de France? On va refaire l'équipe de France à partir de fin novembre. Ouais. En général, ça tourne autour de 5. Ça risque d'être un peu plus light l'année prochaine. On attend les programmes de chacun et les contacts qu'ils peuvent avoir avec les gens. Là, en 2025, il y avait qui, du coup? Alors, on avait Victor, qui était en F2. Il y avait Alessandro Giusti, qui, lui, est le seul aujourd'hui qui vient de renouveler avec un Junior Team. Avec Williams et qui refait une deuxième année de F3. Ensuite, en FRECA, on avait Enzo Peugeot et puis Evan Gilter. Et on avait Jules Carentin qui était en Euroclub 3 sur les couleurs Red Bull. Qui est Red Bull maintenant, qui est Red Bull. On attend le programme d'Enzo et d'Evan. Ouais. Jules, on ne sait pas encore est-ce qu'il maintient l'Euroclub 3 ou est-ce qu'il repart en FRECA. Et puis voilà, le seul qui est confirmé aujourd'hui, c'est Alessandro. C'est ça, d'accord. Et quels sont les droits et les devoirs, entre guillemets, quand tu es en équipe de France, pour le pilote? Son premier devoir, c'est d'essayer de performer. Voilà, Et puis après, en termes de communication, c'est de valoriser la fédération sur le plan de la filière de détection et de donner l'envie aux jeunes d'intégrer cette filière pour s'ils sont talentueux, suivre leur chemin. Et venir au rassemblement, du coup, j'imagine. Alors après, on a les stages équipe de France. Les stages, Malheureusement, on n'en fait pas autant que je souhaiterais, mais ils ont une disponibilité qui fait que quand on va organiser un stage global de 4 jours où tout le monde est réuni, c'est déjà pas simple à organiser. Mais le fait qu'on soit en contact avec eux régulièrement, ça compense les stages. Et puis aujourd'hui, les junior teams sont aussi très bien structurés pour les accompagner. Donc l'essentiel, c'est qu'on ait des retours réguliers. C'est pour garder aussi Et voilà, et après on regarde surtout la performance. Ouais. L'accompagnement financier dont on parlait tout à l'heure, c'est uniquement pour les pilotes de l'équipe de France jusqu'à la F1 ou c'est pour plusieurs, ou il y a d'autres pilotes qui peuvent en bénéficier? Non, c'est principalement les membres de l'équipe de France, parce que c'est des projets qui sont très coûteux et en fait la Fédé va venir rajouter un complément de budget pour que le projet puisse se réaliser. En fait. Et c'est une grille
Ou ça dépend des années, Ouais, ou comment ça se passe? on a une grille par Ouais. catégorie, mais après on peut sortir de cette grille si vraiment on avait un projet. Ouais, s'il faut avec boucler un budget, par exemple. Oui, si Red Bull nous dit, ou Williams nous dit on prend ce pilote-là, par contre il faut mettre un peu plus, mais alors on signe un contrat où on est sûr que sur les 2 ans on atteint cet objectif-là, sans doute que la fédération On va accepter. acceptera. Oui, mais c'est vraiment un projet, quoi. C'est un projet avec des conditions. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution. Oui, bien sûr. L'investissement, s'il y a Bien pas sûr. c'est pour ça que je disais, s'il n'y a pas de junior team, on n'y va pas. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'investissement est. Faut qu'il y ait une garantie. Faut qu'il y ait une garantie. D'accord, ok. Est-ce que pour toi, c'est dur quand il y a des projets qui sont abandonnés? Tu vois, par exemple, on va pas parler d'échecs, mais quand un pilote n'y arrive pas ou que c'est plus dit ou qu'il y a des difficultés, est-ce que toi, tu le ressens Oui, de ton côté? je suis vraiment déçu pour eux, évidemment. Ouais. Parce que je sais combien ils se sont donné du mal, combien les parents aussi ont fait de sacrifices pour atteindre au moins la fin de la F2. Et effectivement, quand ça ne matche pas derrière, je sais que c'est une déception à la fois familiale, Ouais. personnelle pour le pilote, Dur. et évidemment que je le ressens. Mais ils sont tellement quand même bons que je sais qu'ils vont avoir un avenir en sport automobile qui va être brillant. Donc ça me fait évidemment moins mal que les parents, mais ça m'impacte malgré tout quand même. Il n'y a pas de moment où vous dites ici, on aurait pu mieux faire sur certains profils? On peut toujours mieux faire, mais on Ouais. fait avec les moyens qu'on a. Bien sûr, bien sûr. Je pense que dès l'instant qu'on n'a pas laissé, là où je me dirais on a loupé quelque chose, c'est si à un moment donné, sorti de la F4, on laisse quelqu'un sur le carreau en disant non, il n'a pas le potentiel, etc. Et qu'il signe Red Bull ou Williams et puis qu'il nous l'emmène en F1, là, je dirais on n'a vraiment pas été bon. Aujourd'hui, ça ne s'est pas encore arrivé. C'est pas arrivé, ouais. C'est pas arrivé. Et juste pour revenir, tu sais, ce système est beaucoup plus équitable qu'ailleurs, on l'a dit, entre guillemets, hein, puisque voilà. Pour ceux que vous détectez, pourquoi on a fait ce choix-là à la base? Mais parce que en fait, on s'est rendu compte rapidement, et même au niveau du kart, que si on voulait réussir, il fallait dépenser des budgets colossaux. Ouais. Et qu'en fait, alors pour le coup, là, qu'on allait passer à côté de jeunes talents, je veux dire, les gamins comme Jean-Éric Vergne, Pierre Gasly, Isaac, Ouais. si il avait fallu faire la transition karting, Formule Renault et trouver tout de suite 400 ou 500 000 euros, T'as plus les mêmes pour profils. auto, mais c'est des gamins qui seraient restés pilotes d'usine en karting, ils n'auraient pas franchi le pas. Donc à un moment donné, la fédération s'est dit il faut un outil de détection, rester sur des coups maîtrisés, et puis s'il y a un pilote qui de ce système sort du lot, Ouais. alors on mettra la main à la poche pour l'accompagner sur la catégorie d'après. Ça semble plus logique. Je ne sais pas pourquoi les autres n'ont pas copié ça, mais peut-être parce qu'il y a moins de business. Du coup, c'est une question économique. Je pense aussi que c'est la politique fédérale. Je pense que les autres fédérations n'ont pas pris conscience que sans ce système, peut-être qu'ils perdaient beaucoup de talent. Je veux dire, depuis qu'il y a plus en Allemagne le championnat ADAC, qui n'était pas très cher, la Formule 1600, ils ne sont pas prêts aujourd'hui de retrouver. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait longtemps. Bon, donc, nous, on continue. Et on a remis Isaac, franchit la barrière de la F1 l'année dernière. Donc, franchement, non, c'est vrai. Je pense que la fédération elle peut être fière de ce dispositif. Alors, il n'est pas parfait. Bien sûr qu'il faut déjà les trouver, les 150-200 000 euros pour venir ici. Bien sûr. Mais bon, les meilleurs du kart, on leur donne aussi de la dotation, on les aide pour franchir le pas vers la voiture. Bon, je pense qu'on n'a pas à rougir par rapport à ce qui est fait dans les autres fédérations à l'étranger. En fait, c'est rare en sport auto de se dire qu'il y a un petit peu d'équité ou quoi. Souvent, voilà, c'est pas ce qui ressort, mais c'est bien. En tout cas, c'est bien qu'en France, on puisse le faire comme ça. Tu parlais tout à l'heure des académies, donc, qui financent souvent la moitié des trajectoires, on va dire. Toi, tu es en contact avec elles, en direct? Alors, moi, j'échange par mail avec Red Bull, par exemple. Très récemment, j'ai fait une visio avec Williams. Et puis après, on a d'autres connexions qui, eux, sont en lien direct avec d'autres junior teams. Et du coup, on s'appuie sur ces teams-là pour faire les connexions. Ça nous permet à la fois d'envoyer nos pilotes sortis de la F4 dans un team où on est en confiance. Et en plus, si ces gens-là ont la connexion avec le team, ça peut réserver de belles choses. Typiquement,
se prend ART avec Alessandro Giusti et Williams, ça s'est fait via le team. Donc, Ouais. Et ils te consultent, ils te demandent des choses, par exemple, par rapport aux pilotes avant de les recruter? non, pas trop. En fait, Non. ils font un test sur simu, test sur piste. Ok. Et puis, ça se passe comme ça et c'est bien parce que de toute façon, in fine, c'est quand même la performance sur la piste. Il faut être prêt le jour J et c'est l'essence même Oui, du auto. effectivement, Donc, ouais. Ils peuvent y arriver. Est-ce que tu as la liste des pilotes qui sont arrivés en F1 sous ta direction? alors, le premier, ça va être Jean-Éric. Parce que moi, je suis arrivé en 2006. Jean-Éric a gagné le titre en 2007. Donc, j'étais déjà là. Après, il y a eu Stoffel Van Dorn. Ouais. Après, Ok. Pierre Gasly. Ouais. Ceux qui ont été juste avant, malheureusement, Antoine, qu'on comptait bien, voilà, qui a passé plus de 5 ans dans nous aussi. Lui, il a été là longtemps, il était coach sur le kart. Théo et Victor. Ouais. Et puis, tout dernièrement, Isaac. Toi, quand un pilote arrive justement au sommet, donc quand tu as accompli ta mission, entre guillemets, pour lui, comment tu le vis? C'est une victoire aussi? C'est une victoire pour la fédération. C'est-à-dire qu'on se dit que tout ce qu'on met en place sur le junior karting, sur la F4, Ouais. les progrès qu'on essaye de faire en termes de formation, en faisant venir des ingénieurs de l'extérieur qui viennent des teams pour renforcer encore la formation. Évidemment que quand on a un qui arrive au sommet de la pyramide, qui en plus n'est pas forcément des pilotes très aisés, forcément, voilà, c'est une victoire et la fédération est hyper ravie, évidemment. Et alors, quand ça va chercher des podiums, des victoires, là, j'imagine que c'est encore plus fort. Oui, et puis du coup, ça crée une émulation aussi pour le centre de formation, puisque les gens de l'extérieur se disent, quand on passe à la FFC Academy, voilà à quoi on peut arriver. Donc, et c'est pas anodin qu'on se retrouve là avec 30 pilotes depuis 2 ans. L'effet Isaac a été notre apparition. Ça fait, j'imagine que aussi le fait qu'il y ait des victoires, Esteban, Pierre, qui gagnent quand même des courses de F1, ça doit rendre aussi le programme attractif. Ça rend, j'imagine. Mais c'est clair. C'est pour ça que pour nous, c'est aussi important qu'à un moment donné, que ce qu'on met en place se concrétise par à la fois l'accès en F1 et en plus de la haute performance en F1. Et ça ne donne que plus de crédit au centre national. Est-ce que tu as un pilote, toi, je ne sais pas si tu peux le dire, mais est-ce que tu as un pilote qui t'a le plus impressionné? Celui finalement qui m'a le plus marqué, et c'est le dernier. Alors pourquoi c'est le dernier, Isaac? Parce qu'en fait, peu de gens y croyaient au départ. Il suffit de regarder le résultat. Il finit 7e du championnat junior karting. Il finit 7e de la première année de F4. Bon, en général, quand on fait ce résultat-là, il ne se passe pas grand-chose après. Moi, dès le junior karting, j'y ai cru beaucoup. Et donc, j'ai vraiment poussé auprès de la fédération pour vraiment qu'on l'aide. Parce que j'étais convaincu, malgré qu'il n'y ait pas les résultats. Donc ça, j'en suis ravi. Ah oui. Parce que il a fallu que je lutte, même en interne, pour dire, tiens, je lui dis que on y croit. Il faut y croire, parce que si, parce que ça. Ouais. Et au bout du bout, ça réussit. Donc, et dans son cas, par exemple, si on se concentre sur Isaac, tu penses que c'est quoi qui a fait la différence? Déjà qu'il était doué, ok, mais il avait la tête bien faite, comme lui dit d'ailleurs. Son entourage, l'ensemble, tout s'est bien goupillé parfaitement. Tout s'est bien goupillé. C'est-à-dire que déjà des qualités intrinsèques hors pair, en termes de ressenti très tôt, il était capable de dire ce qui se passait dans la voiture. Donc ça, c'est une qualité importante pour le travail avec l'ingénieur. Et puis même lui, sa compréhension de la dynamique des autos. Ouais. Donc là-dessus, il était vraiment en ordre. Après, il avait une intelligence de course, une capacité à préparer ses dépassements. Dès le junior karting, on l'a mis sur une manche de l'Europe alors qu'il avait les pieds qui touchaient à peine les pédales. On finit 7e de l'Europe ici. Il s'est sorti de situations très complexes. Des dépassements qu'il nous a fait en F4 et quand on a regardé après la F3, la F2, avec peu d'accrochage, ça c'est rare, une détermination hors norme. C'est-à-dire que moi, depuis tout petit, depuis le junior karting, on m'a dit je fais de la F1. Moi, je finis 7e du junior, mais je vais faire de la F1. Je finis 7e de la F4, mais je vais faire de la F1. Et aucun doute en lui, en fait. Une confiance qui a fait que ça générait finalement peu de stress et qu'il l'appliquait, il apprenait très vite, beaucoup plus vite que les autres, il retenait. Donc, voilà, beaucoup d'indicateurs et puis après une éducation qu'il fallait, des parents qui ont fait un boulot de dingue. Ça se voit. Pour trouver des partenaires et l'accompagner jusqu'en haut. Donc, non, il a tout aligné.
ils y ont tous cru ensemble. Et lui, c'est vrai que ça se voit que c'est le drive avec cette détermination à toute épreuve là. Puis là encore, et c'est fou quand tu le vois parler, il est. Voilà, c'est une satisfaction de ne pas être passé à côté. On aurait pu passer à côté facilement. C'est intéressant de savoir ça dans le processus, pour le comprendre en tout cas. Voilà. De te dire, OK, il n'y a pas que la perf, peut-être, il y a aussi tout le reste. C'est important. Ouais. Et de ne pas se tromper de critères qu'on va évaluer pour savoir si le gamin il a le potentiel ou non d'aller au sommet. Ouais. Je change un peu de sujet, mais c'est un sujet qui est quand même important. Le sport automobile est un sport dangereux. Toi, tu suis les pilotes vraiment, tu es en contact avec eux, vraiment, tu t'attaches aussi un petit peu à eux. Après la F4, du coup, tu l'as précisé. Il y a des situations où bon, il y a des pilotes qui ont des accidents, qui parfois perdent la vie. Comment toi, tu vis ce genre de situation? Bah, le village, bon, déjà, heureusement, la technologie a évolué, aussi malheureusement à cause de ces accidents. Ouais. Mais en tout cas, ça a évolué. Et quand on voit encore les crashs qu'on a eu cette année, ça aurait été il y a 8-10 ans, je pense qu'on aurait encore vécu des drames. Ouais. Donc là-dessus, c'est vrai que la FIA a fait un grand pas en avant, les constructeurs également. Donc on n'est pas trop, heureusement, on n'a pas trop à faire face à ce genre de problème. Ouais. Et on a eu à faire face. Et évidemment, celui moi qui m'aura le plus impacté et où je pense que la plaie, je la garderai à vie maintenant, c'est Antoine. Antoine, il est passé tous les jours dans mon bureau pendant plus de 5 ans. Il arrivait au sommet. Je pense que plus ça allait être compliqué en termes de voiture, plus il allait exceller. En plus, voilà, on a perdu pour nous quelqu'un de bien qui était, Bien sûr. une locomotive ici, pour Ouais. le pôle, etc. Et évidemment, on le vit hyper mal. Après, faut surmonter ça et passer à. Il y a d'autres pilotes qui arrivent, il faut continuer à travailler. Mais lui, ça me restera gravé à jamais, évidemment. Est-ce que quand ce genre de choses arrive, il y a la Fédé a un rôle, peut-être avec la famille ou pas du tout? Bah, la famille, moi, je suis resté en relation avec eux depuis toujours, en fait. Bien sûr. On échange par SMS ou des fois on peut être amené à se rencontrer. Mais c'est pas facile non plus d'en parler. Ça reste une clé qui reste ouverte longtemps, en fait. Donc, c'est pas des situations. Non, c'est pour ça que je pose la question, comme c'est la FFSA et que voilà, il y a cet accompagnement et que vous êtes parfois sûrement plus que juste la Fédé, c'est important. Après, voilà, c'est les pilotes sont toujours présents. Ils sont dans le patio, ils sont dans mon bureau. On parle toujours d'eux, en tout cas de lui, parce que heureusement, il n'y a pas beaucoup. Et du coup, il sert toujours d'exemple pour les pilotes du pôle. En tout cas, son nom revient tous les ans et régulièrement. On n'a pas oublié. On change de sujet. Comment tu vois l'évolution de la détection dans le futur? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place, peut-être avec via la technologie, par exemple? Pour l'instant, les voitures, nous, on aura par la FIA la nouvelle réglementation fin 2027. Je ne pense pas que ça évolue. On avait entendu parler à un moment donné de l'hybride, de l'électrique, etc. Pour moi, ça va rester encore, en tout cas, pour 5 ans, à partir de 2027. Peut-être quelques éléments de sécurité supplémentaires. Bien que sur la nouvelle F4, la dernière génération, je vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter. Mais pour moi, on est parti encore pour 7-8 ans avec ce format-là. Et justement, au niveau du processus, c'est pour détecter les talents. Ouais. Vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle ou quoi, ça reste. Est-ce qu'il y a des aides? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de facteurs pour accéder à la haute performance, et dont des facteurs humains, financiers, qu'on ne maîtrise pas. Et je vois pas comment l'intelligence artificielle pourrait régler ce gros problème. Aujourd'hui, des pilotes avec un fort potentiel, même qui sortent du championnat là, 2025, on a les 3 premiers, c'est des très bons. Ouais. Et là, la difficulté, ça va être de trouver le budget. Et c'est inquiétant parce que, en fait, la nouvelle réglementation fait qu'on a quasiment doublé le budget de l'année N+1, enfin de l'année après F4. Et là, l'intelligence artificielle, elle va pas nous amener grand-chose pour le moment.
Donc, bien sûr qu'on pourrait, je suppose, intégrer toutes les datas Voilà, c'est et ça. puis faire ressortir que... mais du coup, nous, on ne le fait pas via des logiciels d'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, Mais on vous le a faites nos déjà. repères avec des tests Évidemment, sur lesquels on s'appuie ouais. pour dire, bon, bah, là, il sort du lot. Ah ouais, bien On sûr. ne voit pas non plus passer 5000 personnes par an. Hein, c'est un peloton de 30, 15 gamins qui sont au pôle. Donc, en fait, on a facile à travailler avec ces données-là. Ok. J'ai une dernière question. C'est qu'est-ce que tu dis à un jeune qui voudrait devenir pilote? Bah, en fait, moi, je lui dis, si tu es motivé, que tu as envie, faut tenter le coup. Faut commencer par le junior karting. Là, on va voir déjà si à la fin de la saison, tu as un potentiel qui permet d'espérer, d'envisager de dépenser plus d'argent, d'aller plus loin. Si ça marche, on va en F4. Et puis si à un moment donné, ça ne va pas, j'ai toujours été très franc, très transparent. Donc je ne fais pas rêver les gens. Alors, je ne suis pas du tout comme ça. Et à ce moment-là, je leur dis, écoute, tu peux devenir professionnel en sport automobile, pourquoi pas, tu as un potentiel pour, mais oublie la pyramide F1 parce que c'est là, en fait, il va falloir monter les étapes tellement vite que tu n'as pas le potentiel nécessaire pour ça. Donc, on va tout de suite choisir une autre catégorie, on va aller vers du GT, de l'endurance, et peut-être que tu vas trouver ta voie et te professionnaliser. Mais j'ai jamais fait croire à un pilote, en tout cas depuis mes 20 ans passés ici, que ça allait être possible quand je suis sûr que c'est pas possible. Donc ça sera constructif. Ça sera constructif. Le but, c'est qu'il arrive à vivre de sa passion. J'ai même eu des profils où j'ai poussé une deuxième année de F4 et finalement, ça s'est transformé en ingénierie. Et aujourd'hui, ils sont ingénieurs en sport automobile. Ça ne les empêche pas de faire une petite course de temps en temps, mais ils sont restés quand même professionnels dans le sport automobile, mais d'une manière différente. Donc il y a plein de solutions. On leur ment pas. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Merci. À bientôt.